Au Congo-Brazzaville, l'opposant Modeste Boukadia reste en prison. La cour d'appel de Pointe-Noire, où il a comparu, a confirmé sa peine de 30 ans de travaux forcés. Au Niger, les étudiants peuvent pousser un ouf de soulagement. Une commission d'enquête a enfin été installée pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de Mala Bagal. L'ancien ministre gambien de l'Intérieur et ex-bras droit de Yaya Jammeh, Ousmane Sonko, ne sera pas libre de ses mouvements avant 3 mois. Ainsi en a décidé la justice suisse. L'opposant congolais Modeste Boukadia continuera à broyer du noir derrière les barreaux. Jugé et condamné par contumace en 2014 à 30 ans de travaux forcés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, l'homme n'a pu recouvrer mercredi sa liberté. Au terme d'une audience qui a livré son verdict après 11 heures de débat, la Cour d'appel a confirmé la peine de 30 ans de travaux forcés à lui infliger en première instance devant la chambre criminelle de Pointe-Noire. Une condamnation que rejette la défense dénonçant une décision qui serait parachutée d'ailleurs. Modeste Boukadia, dirigeant d'une formation d'opposition, le Cercle des démocrates et républicains du Congo, CDRC, est en prison depuis janvier 2016. Ses proches ont déploré ces dernières semaines la dégradation de son état de santé sans rien y pouvoir. Les autorités congolaises lui reprochent notamment d'avoir envisagé d'organiser un référendum d'autodétermination de l'État du Sud-Congo. Bientôt 63 ans, l'opposant congolais a manifesté en 2009 l'intention de se présenter à la présidentielle sans aller jusqu'au bout. Il a été membre de la Commission économique et sociale lors de la Conférence nationale souveraine de 1991 qui a ouvert le Congo au multipartisme. Des clarifications sur les circonstances de la mort tragique de Mala Bagal, l'étudiant tué le 10 avril dernier. Cette revendication phare des étudiants est désormais en passe d'être satisfaite, alors qu'ils ont repris les cours après la signature d'un accord avec le gouvernement à l'issue de 2 semaines de grève. Leur doléance phare vient de trouver une oreille attentive. La commission chargée de situer les responsabilités a été invité à prêter serment. Une cérémonie de prestation de serment conduite par le procureur de la République en personne. Le président de la Cour d'appel de Niamey, présent sur les lieux, a été mandaté pour officialiser la mission de la dite commission composée de 13 membres, 5 représentants des étudiants, 5 du gouvernement, 2 indépendants et un représentant pour le compte de la CNDH, la Commission nationale des droits humains, qui singulièrement souhaite que les travaux de l'enquête soient à la hauteur des attentes des Nigériens. Pour les étudiants, c'est un pas de franchi, un début de soulagement dans l'espoir que toute la lumière soit faite au bout des travaux sur le dossier Mala Bagal. L'ex-bras droit de Yaya Jammeh, ancien président de la Gambie, Ousmane Sonko restera 3 mois de plus en prison. La justice suisse vient d'annoncer son maintien en détention. L'ancien ministre gambien de l'Intérieur a en fait été arrêté le 26 janvier dernier en Suisse. C'était après que l'ONG suisse Triol a fait une dénonciation pénale pour de présumés crimes contre l'humanité. Selon cette organisation qui lutte contre l'impunité, au moins 2 victimes ont déposé des plaintes pénales contre Ousmane Sonko depuis janvier. Ce maintien en détention va permettre à la justice d'affiner son enquête. 3 mois supplémentaires pour notamment, d'après une porte-parole du procureur général, interroger de nouveaux témoins et analyser les documents saisis. Ancien inspecteur général de la police, Ousmane Sonko a été ministre de l'Intérieur de 2006 à 2016. Il a été l'ex-bras droit de l'ancien président gambien Yaya Jammeh et est aujourd'hui soupçonné d'avoir été aux commandes de nombreux crimes commis par ce régime autoritaire.
Aux États-Unis, les lobbyistes travaillant pour des puissances étrangères sont tenus de se déclarer auprès du département de la justice. À la lecture de plusieurs de ces formulaires de déclaration datés de la fin avril, on découvre que le gouvernement de la RD Congo a signé avec une société israélienne spécialisée dans la sécurité et les nouvelles technologies, Mer Security and Communication Systems, un contrat de 5 575 000 $ couvrant une période allant du 8 décembre 2016 au 31 décembre 2017. Mer doit notamment préparer la venue à Washington, manifestement programmée en juin, de l'envoyé spécial de la RD Congo aux États-Unis, Raymond Tshibanda, l'ex-ministre des Affaires étrangères. Mer devra aussi organiser des réunions avec des responsables du gouvernement américain et des différentes commissions du Congrès. Pour ce faire, le groupe Mer s'offre les services de l'ancien membre de l'équipe de campagne de Donald Trump, Adnan Jalil, qui vient de monter son cabinet de lobbying à Celus Strategies. Comme consultant, Adnan Jalil aurait touché de Mer 225 000 $ et son cabinet 45 000 $. Un contrat qui pose en tout cas plusieurs questions. Pour rappel, depuis 2 ans, les relations entre Washington et Kinshasa n'ont cessé de se détériorer autour des reports des élections, du maintien du président Kabila au pouvoir et des violences autour des manifestations d'opposition. Sous la présidence Obama, les États-Unis ont imposé des sanctions ciblées contre 4 responsables congolais pour leur implication dans la répression de manifestations d'opposition. L'actuelle administration fait toujours planer la menace de nouvelles sanctions. Les évêques catholiques congolais ont recommandé au président Joseph Kabila d'autoriser l'opposant en exil Moïse Katumbi à rentrer librement en République démocratique du Congo. Selon un rapport confidentiel, ils ont qualifié sa condamnation en justice de mascarade. Dans ce rapport transmis le 29 mars au président Kabila, la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, plaide pour le retrait de la décision d'arrestation immédiate de Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle, et son retour en homme libre afin qu'il exerce ses droits civils et politiques. Ce rapport a été établi à l'issue d'une enquête menée par la Senko alors qu'elle conduisait la médiation entre pouvoir et opposition, ayant abouti à la signature le 31 décembre d'un accord de sortie de la crise politique né du maintien de Joseph Kabila à la tête de la RDC au-delà du terme de son mandat qui a échu le 20 décembre. Les signataires de cet accord, excepté les délégués de la majorité, ont chargé les évêques de recueillir des informations pouvant permettre d'obtenir la liberté pour les opposants Katumbi et Jean-Claude Muyombo en vue de la décrispation de l'espace politique. Ex-allié de poids du président Kabila passé à l'opposition en septembre, actuellement en exil, Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles appartenant à un citoyen grec et attend de comparaître devant la justice pour une affaire de recrutement de mercenaires. Jean-Claude Muyombo a lui été condamné à 5 ans de prison dans une affaire d'escroquerie portant sur le même immeuble. En rang serré, les journalistes du Sénégal battent les macadam en ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Face au poids des lobbies et aux nombreux mots qui menacent la liberté de la presse, ils ont décidé de se faire entendre en disant halte aux intimidations et surtout dénoncer la précarité dans laquelle exercent les journalistes. Quand des journalistes vivent dans la précarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à l'abri, ils ne sont pas à l'abri, n'est-ce pas, de la manipulation, qu'ils ne sont pas à l'abri, n'est-ce pas, des lobbying, qu'ils ne sont pas à l'abri, n'est-ce pas, de la corruption. Or, lorsque le métier de journalisme est gangréné par la corruption, à partir de ce moment, on ne peut plus parler, n'est-ce pas, de liberté de presse. Face à la liberté sérieusement menacée, la mobilisation des journalistes porte aussi le combat pour le vote et l'adoption du nouveau code de la presse au Sénégal. Le texte en souffrance depuis 2009 à l'Assemblée nationale devrait permettre de réorganiser la corporation, par exemple définir les statuts du journaliste, le financement de la presse privée ou encore le dispatching de la publicité. Dans la loi 96/04, vous savez comment on définit le journaliste? Un journaliste, celui qui tire l'essentiel de ses revenus du métier. Ça veut dire que le diplôme n'est pas mis en avant, la formation n'est pas mise en avant. Or, avec le code, c'est la formation qui sera mise en avant. Deuxièmement, le financement du service public. Le financement aussi de la presse privée. Donc tout ça est contenu dans le code de la presse. Donc avec la loi sur la concentration,
on ne va plus permettre à un Sénégalais, à lui seul, d'avoir à la fois des radios, des télévisions, la presse en ligne. Désormais 58e pays sur 180 dans les classements 2017 de Reporters sans frontières, le Sénégal fait un bond en avant de 7 places par rapport à 2016. Certains progrès, mais insignifiants selon l'organisation, pour que les pays figurent parmi les bons élèves en matière de liberté de presse. À l'instar des autres presses du monde entier, le Bénin a aussi célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Occasion pour le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, de faire l'état des lieux de la presse béninoise. L'ODEM constate que des citoyens ignorent les textes encadrant l'environnement et l'exercice de la profession de journaliste en République du Bénin. Plusieurs pratiques violent le Code de l'information et de la communication en République du Bénin et le Code de déontologie de la presse. Des faits attribuables à la corruption de la presse sont soulevés. Un état des lieux qui n'augure pas d'un bon exercice de la profession de journaliste et de la bonne animation de la vie politique, économique et sociale, avec l'information saine et respectueuse des droits humains et la sauvegarde des règles de la démocratie. Tout en dénonçant la fermeture de certains organes de presse en novembre dernier et la place du Bénin dans le classement 2017 de Reporters sans frontières, le président du patronat de la presse est revenu sur la question du fonds d'aide au développement des médias. Ce fonds nous permettra d'aller un peu plus loin. C'est une sorte d'un plus qui met un thème à 20 années d'aide de l'État à la presse. Une aide qui véritablement nous va permettre de développer au niveau de la presse béninoise. C'est pourquoi il faut aller au fond. Pour sa part, la ministre de la Communication s'est penchée sur la nouvelle convention collective applicable au personnel de la presse en République du Bénin. L'on sait, et nous en sommes tous témoins, depuis au moins 1990, avec quel professionnalisme, quelle rigueur, je dirais avec quel humanisme, les médias béninois, toutes tendances confondues, se lèvent pour faire barrage à tout ce qui peut conduire notre société vers le pire. La nouvelle convention collective applicable au personnel de la presse en République du Bénin, qui vient d'être élaborée sous l'égide de l'UPMB et du CNPA, permettra d'améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail de l'ensemble des acteurs des médias. Le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de cette journée est « Des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives ». La communauté est-africaine a franchi un grand pas en lançant le 3 mai son premier baromètre du genre. C'est Kampala qui a officiellement abrité l'événement. Il s'agit d'un document de 200 pages qui présente de manière détaillée les difficultés, inégalités ou encore violences auxquelles font face les femmes au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda. Une mise au point sur la situation des femmes dans la région, mais aussi un outil régional à partir duquel travailler. C'est le résultat d'une étude de 16 secteurs dont le pouvoir et la prise de décision, la justice économique, l'éducation ou encore les médias. Le baromètre du genre va donner des informations basées sur des données probantes. Un baromètre qui devrait servir dès à présent. Il faut dire que la loi sur le genre, votée le 8 mars dernier par le Parlement est-africain, attend d'être promulguée.